Député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à vous informer que je vais partager mon temps avec le député de Chicoutimi-Le Fjord. Donc, cela étant fait, je vais pouvoir commencer mon discours. J'aimerais tout d'abord revenir un peu sur la situation légale. Le projet de loi C2 met tellement de complications légales que c'est pratiquement impossible maintenant pour un centre de piquerie, pour une piquerie supervisée, un centre d'injection supervisé, de répondre à toutes ces obligations-là. Et même si, advenant le cas qu'il réussirait à répondre à toutes les obligations, la ministre peut encore dire oui ou non. Donc, tout d'abord, je tiens à montrer que ça n'a vraiment pas de sens. En fait, c'est un projet de loi déguisé pour dire, on n'en veut pas des centres, mais à place de tout simplement dire on n'en veut pas, on dit non, on met ça tellement compliqué légalement que c'est sûr et certain qu'il n'y a aucun de ces centres-là qui va réussir à répondre à toutes les obligations légales. Et je pense que la députée de Gatineau l'avait très bien montré dans son discours. Donc, j'irai pas plus loin sur l'aspect légal. Je veux maintenant vraiment parler des centres d'injection supervisés comme tels. Qu'est-ce que ça fait? Parler de toxicomanie. Il faut comprendre tout d'abord que les centres d'injection supervisés, ça se base sur une approche qui est utilisée par plusieurs professionnels de la santé, qui s'appelle une approche de réduction des méfaits. Donc, concrètement, ce qu'on fait dans cette approche-là, c'est qu'on sait qu'il y a certains comportements qu'on aimerait mieux qu'il n'y ait pas lieu, vont avoir lieu quand même. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on encadre ça du mieux possible pour essayer de minimiser les conséquences néfastes de ces comportements-là. Par exemple, on le voit au niveau, par exemple, de la transmission des infections sexuellement. On s'est rendu compte que même si on disait aux gens aux jeunes de ne pas avoir de relations sexuelles, ça se passait quand même. Donc, on s'est dit, au moins, si on sait qu'ils le font quand même, on va s'assurer qu'il y ait des condoms qui soient distribués dans les écoles, qu'il y ait accès à ça. Donc, c'est une approche qui est basée là-dessus. Quand on parle, par exemple, de la consommation d'alcool, si on dit aux gens de ne pas consommer d'alcool, ça marchera pas. Les gens vont continuer à consommer de l'alcool et c'est pas efficace. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, au moins, si vous consommez de l'alcool, prenez pas votre voiture, essayez de modérer, de pas prendre 24 bières, mais peut-être 3 ou 4. Donc, on va essayer de réduire les conséquences néfastes. On va donner accès aux gens à des services de traitement, de l'alcoolisme des groupes de sport, si jamais ils sont rendus là. Mais au moins, on ne se rentre pas la tête dans le sable en disant il n'y a personne qui le fait, donc on n'intervient pas. Donc, quand on parle des piqueries supervisées, c'est exactement la même chose. On essaie de réduire les conséquences néfastes de ça. Et il y en a des conséquences. On parle, par exemple, du fait qu'il peut y avoir des overdoses. Les gens peuvent décéder, vraiment aller trop loin. Donc, c'en est une conséquence. Il y a tout ce qui est l'aspect de la transmission des infections par le sang en utilisant du matériel contaminé. Mais il faut aussi comprendre que, par exemple, dans ces centres-là, il y a certaines personnes qui vont malheureusement recourir à la prostitution pour s'acheter la drogue. Donc, on fait de l'intervention aussi, par exemple, en distribuant des condoms dans les centres. Donc, on essaie aussi de minimiser certains comportements néfastes que ce mode de vie-là peut amener. On évite, en étant dans un centre d'injection supervisé, que des gens se contaminent sur du matériel, par exemple, dans un parc, qu'un enfant tombe sur une seringue qui se contamine un peu partout dans les endroits publics. On travaille aussi, on essaye d'éviter d'autres problèmes de santé. Donc, c'est des gens qui souvent ont une hygiène de vie un peu plus déficiente. Donc, en travaillant dans un centre d'injection supervisé, s'ils vont là, par exemple, on va peut-être se rendre compte qu'ils ont une infection qui commence à avoir une pneumonie, donc on va les encourager à aller se faire traiter au moins pour le reste. On va essayer qu'ils développent des hygiènes de vie un peu plus adéquates. Faut comprendre aussi que dans les sites d'injection supervisée, alors, jusqu'à maintenant, quand on sait que les gens vont s'injecter de toute façon, même si on aimerait l'éviter, qu'on travaille le plus possible pour que les gens ne le fassent pas, ils vont le faire de toute façon. Mais pour moi,
j'ai eu beau chercher, bien, il n'y a aucune autre stratégie qui, à mon avis, est plus sécuritaire. Si on dit aux gens, injectez-vous chez vous, bien, il y a le risque que la personne fasse une overdose, que personne soit là pour intervenir. Au niveau, bien, il y a aussi des gens qui vont le faire dans les rues. Et là, on a le problème des seringues qui sont un peu partout, des enfants qui peuvent tomber là-dessus. On a aussi des gens qui vont s'injecter dans des genres d'appartements, des piqueries improvisées. Et là, bien, c'est vraiment l'hygiène qui est déficiente. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, l'endroit le moins pire où est-ce qu'on peut faire ça, c'est dans un centre d'injection supervisé. Je ne sais pas si les députés ont déjà réalisé, mais à l'hôpital, les boîtes jaunes où ce que les seringues contaminées, elles sont barrées. OK? On barre ça. Pour nous, ça peut paraître bizarre, mais savez-vous pourquoi on les barre? Parce que si on le fait pas, il y a des gens qui vont voler les boîtes pour se servir du matériel qui est contaminé pour s'injecter. Et c'est arrivé à des infirmières que je connais qu'il y a des gens qui ont volé les boîtes. Donc, il faut comprendre que vraiment, les centres d'injection supervisés, c'est pour essayer de prévenir des problèmes de santé qui pourraient être beaucoup plus graves. Il faut comprendre aussi, Monsieur le Président, que c'est pas juste dans les grandes villes qu'il y a des gens qui s'injectent la drogue. Malheureusement, même moi, dans ma région, je travaille avec des infirmières qui sont infirmières de rue et je peux vous dire qu'il y a des distributions de seringues neuves, justement pour essayer d'éviter la transmission des infections. Et malheureusement, même en Abitibi-Témiscamingue, qui est une région rurale éloignée, il y a malheureusement des gens qui s'injectent. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir la tête dans le sable lorsqu'on parle de ça. Maintenant, concrètement, ce que j'aimerais faire comprendre aux gens aussi, c'est que quand il y a quelqu'un qui rentre dans un patient, si on peut dire, ou quelqu'un qui s'injecte, qui rentre dans un centre d'injection supervisé, on ne fait pas juste lui dire, bon, les choses sont là. Il y a une évaluation juste par le contact qu'on peut établir. S'il y a une infirmière qui le voit à l'entrée, elle va le regarder. On fait tout le temps ça, les infirmières. On évalue constamment l'état de santé des gens. C'est une déformation professionnelle. Donc, on voit quelqu'un arriver. Si on voit que son hygiène a dégradé, peut-être qu'on va lui poser des questions. Si peut-être, par exemple, il n'y a plus d'endroit pour dormir. Si c'est le cas, on va pouvoir intervenir. On va regarder sa démarche. Peut-être qu'en marchant, on va se rendre compte qu'il y a peut-être une blessure qu'il ne traite pas parce que... bon, il ne veut pas nécessairement aller à l'hôpital, donc on va intervenir sur la santé. Si on voit qu'il y a une augmentation de la confusion, des symptômes de santé mentale, de dépression, on va pouvoir intervenir, on va pouvoir conseiller la personne. Et ça prend quelques secondes. C'est vraiment très rapide pour quelqu'un qui a l'œil habitué de se rendre compte de ces problèmes de santé-là. On va parler avec la personne tout de suite. Si la personne est tousse comme ça se peut pas, qu'elle a du wheezing, qu'elle a de la difficulté à respirer, on va peut-être se rendre compte qu'il y a un autre problème de santé. S'il est en train d'attraper une infection au niveau de la peau, on va le voir concrètement. Donc, juste ça, juste le fait que la personne est là, elle va s'injecter là, bien, ça fait qu'elle a une évaluation de santé régulière et une infirmière qui est habituée va être capable d'intervenir rapidement avec cette personne-là, puis au moins lui donner des conseils. Peut-être qu'elle va refuser de les suivre, mais au moins on intervient, on ne se met pas la tête dans le sable. Ce qu'on fait, c'est qu'on détecte les risques. Aussi, au niveau social, on va intervenir parce qu'il y a des risques liés à l'injection de drogue. Par exemple, si on se rend compte qu'il y a eu plus d'overdose, ben, on va faire passer au moins le message aux gens, dire, regardez, là, il y a des choses qui circulent présentement, qui sont peut-être relatées, qui ont été coupées avec des produits dangereux, qui sont plus forts que d'habitude. Faites attention, cette information-là va pouvoir circuler. Si certaines des personnes qui s'injectent ont recours à la prostitution et qu'il y a des gens avec un tempérament violent ou agressif qui ont été avec lesquels ils ont été entrés en contact, on va pouvoir diffuser l'information, on va pouvoir diffuser le signalement, dire aux personnes, faites attention, il y a d'autres filles, d'autres personnes qui se sont faites agresser, donc vous pouvez, vous êtes peut-être à risque. Donc, concrètement, les centres permettent une intervention sociale qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Et je pense qu'il n'y a pas personne qui préfère sincèrement que ça se passe dans les rues, qui préfère sincèrement retrouver une personne morte d'overdose dans la ruelle proche de chez lui, que ce soit dans un centre au moins.
ça n'a absolument aucun sens. Et ces centres-là permettent de développer une relation de confiance avec l'intervenant qui va faire que quand la personne va se sentir prête, qu'elle va sentir qu'elle a la force de renoncer à consommer de la drogue, bien, il y a un intervenant qui va pouvoir agir avec elle, la conseiller, et qu'on a beaucoup plus de chances comme ça de réussir à ce qu'un toxicomane abandonne ses mauvaises habitudes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The Honourable Parliament. Honorable secrétaire parlementaire du ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie le discours de ma collègue et sa perspective. Mais en tant qu'infirmière, peut-être qu'elle a vu de nombreux patients qui est absolument désespérés pour obtenir des services de désintoxication et de réhabilitation et que ces services n'étaient pas disponibles. Les gens qui sont prêts à faire des changements dans leur vie n'avaient pas accès à ces changements. Donc, en tant qu'infirmière, comment peut-elle être en faveur d'investir de l'argent dans cela, alors qu'elle a eu tellement de patients qu'elle a dû dire vous avez besoin de services de réhabilitation, vous aimeriez une vie sans drogue. Et comment peut-elle appuyer cette position plutôt que d'investir l'argent dans des services qui vont aider les gens à faire de vrais changements dans leur vie? Il y a des services, justement, pour les gens qui sont en prise avec des problèmes de toxicomanie. Et jusqu'à maintenant, l'accès n'est pas si difficile que ça. Ce qui est difficile, c'est de convaincre les gens d'y aller. Ce qui est difficile, c'est de leur dire, il faut faire ça. Et pour le faire, si on prend une approche où est-ce qu'on rentre dedans, qu'on dit, bon, c'est inacceptable ce que tu fais et tu devrais juste te désintoxiquer à la place d'une approche de dire, c'est dangereux ce que tu fais. Quand tu vas être prêt, on va être là pour t'aider, on va développer une relation de confiance. En attendant, ce qu'on aimerait, c'est que tu tombes pas malade, que tu n'attrapes pas le sida à cause de ton comportement. Puis quand tu vas être prêt, on va être là, on va t'envoyer là-bas. Et justement, ces services-là, ils sont disponibles. Mais ce qui est le plus dur, c'est de convaincre la personne. Et si ce qu'on fait avant d'essayer de la convaincre, c'est de la juger, d'avoir un comportement qui la juge. Souvent, ça sera totalement inefficace, puis la relation de confiance se développera pas, et la personne, le petit coup de pouce on donne dans les centres d'injection supervisés pour convaincre les gens de finalement y aller, il n'existera pas. The Honourable Member for... Honorable député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il est important que nous reconnaissions qu'il y a de nombreuses collectivités au Canada qui font face à des difficultés. L'une d'elles, c'est l'infrastructure des injustices sociales, comme les abus de drogue qui sont entourés de criminalité et de facteurs sociaux pas très positifs. Et il faut de bons programmes solides pour que les collectivités dans lesquelles nous vivons tous, pas juste les banlieues, mais que tous les milieux soient sûrs. Et nous avons un site d'injection aussi au Canada. Et je pense qu'il y a des études qui montrent clairement que l'ensemble de la collectivité a bénéficié, sans parler des usagers eux-mêmes. Est-ce qu'elle pourrait nous dire dans quelle mesure la collectivité dans son ensemble en bénéficie? Président, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, la collectivité en bénéficie parce que il va y avoir moins de seringues dans les rues. Il va peut-être avoir moins de gens qui vont faire des overdoses dans les rues. Donc, concrètement, oui, les communautés en bénéficient. Mais il y a des communautés plus petites qui n'auront pas nécessairement des centres d'injection supervisés, mais qui ont tranquillement intégré des mesures concrètes. C'est quelque chose qu'on voyait pas il y a 10 ans, mais maintenant, on a des infirmières de rue qui ont justement des sacs avec du matériel pour s'injecter proprement, qui vont avoir
des condoms avec eux et qui vont faire ce genre d'intervention-là dans des milieux où est-ce que, tu sais, le volume, si on peut dire, de personnes qui sont en prise avec ce problème-là, peut-être pas suffisant pour dire au niveau social, on intervient pour installer un centre d'injection supervisé. Mais c'est des mesures qui sont extrêmement efficaces, qui fonctionnent au niveau de la santé publique, mais elles doivent se faire en concert avec différentes mesures sociales qui sont intégrées dans un tout. On ne peut pas juste avoir des centres d'injection supervisés. Il faut agir sur l'accès à l'éducation, sur la pauvreté, sur différentes mesures sociales qui vont permettre à ces gens-là d'aller mieux. C'est un tout et c'est sûr que cette mesure-là fait partie d'un ensemble de mesures qu'un gouvernement responsable et qui ne se met pas la tête dans le sable devrait adopter pour lutter contre ces problèmes-là. Reprise du débat. Resuming debate. L'honorable député